Alors, de s'assurer que tout est OK. Alors, je te laisse quelques secondes nous dire quelques mots. Oui, alors bonjour à tous pour cette conférence déprogrammation et libération émotionnelle. Alors voilà, donc nous allons commencer très bientôt. Donc j'ai vu qu'il y avait bien des gens impatients, donc voilà, nous allons commencer à l'instant. Oui, j'ai l'impression que les gens ont très hâte de t'entendre. Alors, on va débuter à l'instant, Sylvain. Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, le module de chat disparaît. Ne vous inquiétez pas, il reviendra à la fin. Alors, vous avez à votre gauche maintenant le module de support que je vous demande de n'utiliser que pour les demandes de support technique et ne pas mettre de questions dans ce module-là. Vous aurez la possibilité de poser vos questions à Sylvain à la fin de la rencontre. Alors, Sylvain, si tu le permets, on va faire une petite pause de quelques secondes pour débuter l'enregistrement. Je fais une courte présentation. Je te présente avant et par la suite, je te laisse la parole. Ça va? Très bien. Oui, c'est très bien. Bonjour, bonsoir à tous. Bienvenue à cette conférence, cette webconférence en compagnie de Sylvain Bélanger sur les ondes de Conversation Papillon. Aujourd'hui, la thématique guérison par la déprogrammation et la libération émotionnelle. Alors, Sylvain nous montrera aujourd'hui que la thérapie quantique nous permet de comprendre que le cerveau fonctionne comme un hologramme. Alors, cette rencontre est le prélude à une série qui va débuter bientôt, qui est la série guérison par la déprogrammation et la libération émotionnelle. Alors, je vous souhaite à tous et à toutes une bonne rencontre en compagnie de Sylvain Bélanger. À toi la parole, Sylvain. Bonne rencontre. Merci Pierre. Donc, bienvenue à cette conférence. Alors, ça me fait plaisir de vous retrouver. Donc, déprogrammation et libération émotionnelle, c'est un grand sujet. On va essayer de l'aborder très simplement en vous expliquant un petit peu mon cheminement pour commencer. Alors, moi, mon nom est Sylvain Bélanger. J'ai commencé il y a peut-être 25 ans, je ne sais plus exactement, je ne compte plus les années, avec un guérisseur qui s'appelle Ryan Young, qui est un Américain qui m'avait donc enseigné la guérison spirituelle. Et ce sujet-là, évidemment, m'a beaucoup confronté à plein de choses, puisqu'évidemment, on a plein de croyances autour de la spiritualité. Et quand j'ai suivi cette formation-là, j'étais très débutant, je ne savais pas trop dans quoi je m'embarquais. Et ce guérisseur-là m'a donc fait découvrir qu'il était possible de développer l'intuition. C'était facile pour moi de le faire, donc j'étais d'autant plus excité par l'idée qu'il était possible donc de pouvoir lire dans le champ énergétique de d'autres personnes, par exemple. C'était très facile pour moi de le faire, je le développais très facilement. Par contre, je constatais qu'il y avait d'autres personnes qui avaient de la difficulté, donc je voyais bien qu'il y avait une méthodologie qui n'était pas si claire que ça. Pour moi, c'était naturel, pour d'autres, ça ne l'était pas. Ça m'a amené donc à me questionner sur le fonctionnement de comment on pouvait développer ces habiletés intuitives, puisque ce que j'ai compris à travers cette réflexion-là, c'est que par le biais du décodage intuitif, on peut arriver donc à percevoir des mémoires dans notre champ énergétique. C'est comme des personnages qui vont se manifester dans le champ énergétique de notre partenaire ou dans le nôtre, évidemment, si on fait une pratique sur soi, et dans lequel on va voir que ces personnages-là sont animés d'une conscience. Alors, je pourrais très bien, par exemple, me retrouver à me mettre en relation donc avec une énergie, un personnage de l'âge de 8 ans, par exemple, dans lequel qui pourrait se sentir victime. Et ce personnage-là, évidemment, si je commençais à discuter avec lui, il pourrait me répondre, il pourrait me faire part de sa souffrance, de sa douleur, de ce qu'il a vécu, etc. Comme si on constatait effectivement qu'à travers ce voyage dans le monde intuitif, on pouvait vraiment découvrir finalement qu'on pouvait se mettre en relation donc avec des mémoires de notre passé, des mémoires de d'autres vies, etc., etc. Donc, à travers cette réflexion, à travers cette découverte-là, j'ai constaté qu'il était donc possible de communiquer avec les émotions, les mémoires finalement qui génèrent les émotions. Hein, par exemple, si moi je me mets en colère, ben la colère que je génère, que je crée à quelque part, elle est peut-être produite évidemment par ces énergies mémorielles qui animent mon champ énergétique. Alors si par exemple j'ai vécu à l'âge de 8 ans un sentiment d'être abandonné, et que ce sentiment d'être abandonné, je ne l'ai jamais vraiment géré dans ma vie, ben, c'est évident que je porte en moi des traces de cet abandon-là qui va faire que je vais me mettre en relation avec des gens qui vont sentir cette émotion d'abandon en moi. Ils vont donc résonner avec moi inconsciemment
Et ils vont donc chercher, sans le savoir, sans en être conscient, à reproduire des dynamiques que j'ai vécues lors de mon enfance, dans lesquelles j'ai vécu cet abandon-là. Donc, vous comprenez ici, quand on parle du pouvoir de l'attraction, évidemment, ça veut dire que moi, j'attire vers moi un certain nombre de relations, un certain nombre de façons d'être humain qui vont se comporter avec moi d'une certaine façon. Tant si longtemps que je ne deviens pas conscient de ce bagage qui est en moi, bien inévitablement, je vais le reproduire et le reproduire encore. Donc, à travers ma démarche avec ce guérisseur-là que j'ai suivi pendant 3 ans, j'ai été très intéressé, donc, dans un premier temps, à vraiment comprendre comment fonctionnait le développement de l'intuition pour être en mesure de pouvoir vraiment me dire de quelle façon que moi, personnellement, je peux faire un travail sur moi-même pour travailler sur ce bagage émotionnel qui est en moi, ce bagage de mémoire qui est en moi, et comment je peux le faire sur notre personne. C'est ce qui m'a amené à développer l'écoute imaginaire, qui est l'approche, c'est ce qui désigne l'approche. Évidemment, il faut bien comprendre que l'écoute imaginaire signifie simplement qu'on utilise le monde imaginaire comme un langage qui est doté de sagesse et qui permet justement d'accéder à un développement de l'intuition d'une façon de plus en plus établie, de plus en plus encadrée, de plus en plus étoffée, parce qu'on comprend justement comment fonctionne l'intuition. Et c'est comme ça qu'on va un petit peu aborder la conférence d'aujourd'hui. Entre autres, on va un peu parler de cet aspect-là, qui est le décodage intuitif. L'autre aspect important que j'ai découvert à travers cette formation-là, c'est qu'on pouvait travailler sur ces mémoires-là, c'est-à-dire qu'on pouvait faire un travail sur elles pour changer notre regard sur elles. Ça veut donc dire que l'expérience de 8 ans, la mémoire de 8 ans que je traîne en moi et dans lequel je me suis senti, par exemple, dans lequel j'ai vécu une forme d'abandon à cet âge-là, ben, il est possible donc de pouvoir travailler sur cette mémoire-là pour la transformer. C'est ce que j'appelle la déprogrammation. Alors, la déprogrammation n'est pas quelque chose que j'ai reçu comme enseignement des guérisseurs, de Ron ou de d'autres guérisseurs, parce que j'avais su d'autres formations également, mais plutôt d'une réflexion qui m'est venue à travers un processus intuitif. Quand je faisais la pratique intuitive, je constatais qu'il était possible de transformer la mémoire, ma relation avec l'énergie qui habite mon être ou l'énergie qui habite mon partenaire, il était possible de le transformer. Et on parle ici du pouvoir de l'intention. L'intention, c'est que si j'ai l'intention, moi, de regarder une énergie dans mon être qui souffre et j'ai l'intention de l'aider, ben je peux dans l'immédiat lui donner ce qu'elle me demande pour pouvoir tout doucement entraîner une transformation. Cette transformation-là, évidemment, qu'est-ce que ça va faire dans mon champ énergétique? C'est que la mémoire qui souffre va cesser de souffrir, entre guillemets, pour me permettre de constater que derrière la souffrance de cette mémoire-là, lorsque je la déprogramme, lorsque je la libère de sa programmation, elle me donne accès à autre chose. Cette autre chose-là, c'est un potentiel évolutif, un potentiel futur, en quelque part, qui n'est pas encore actualisé, mais qui est en moi, et que si je nourris, je vais pouvoir lui donner accès à mon être, permettre une intégration de cette expérience-là. Donc ça, c'était vraiment un autre grand volet que j'ai découvert et que je vais évidemment étoffer tout au long de cette conférence. Le troisième aspect qui m'a beaucoup troublé quand j'ai suivi, surtout avec la formation avec Ron Young, c'était qu'il y était question beaucoup d'exorcisme. Alors évidemment, ne craignez rien, nous n'allons pas faire d'exorcisme ce soir ou cet après-midi pour les gens du Québec. Évidemment, c'est un thème qui m'a beaucoup troublé parce que j'ai été moi-même exorcisé, j'ai vécu ça à travers une expérience. Je me suis retrouvé dans une formation avec des gens qui vivaient plein d'émotions, justement, que je ne comprenais pas très bien parce que, on était tous très calmes, on se tenait par la main, puis à un moment donné, il y avait quelqu'un qui se mettait donc à crier ou à pleurer ou à avoir des convulsions. Alors, c'était vraiment un peu comme dans les films d'horreur. Donc, comme je n'étais pas préparé à ça, ça m'a vraiment fait peur, en fait, pour être très franc avec vous. Et ça m'a amené aussi donc à me questionner très longuement sur qu'est-ce qui se passait exactement. Alors évidemment, l'objectif d'aujourd'hui, c'est pas d'aborder le sujet en profondeur, mais c'est quand même de vous introduire quand même à des notions pour justement vous faire découvrir que c'est peut-être beaucoup moins compliqué, beaucoup moins dangereux, beaucoup moins épeurant en quelque part, que de comprendre comment fonctionne. Qu'est-ce que c'est que ce processus-là que les guérisseurs effectuent lorsqu'ils font un exorcisme. Alors évidemment, qu'est-ce que c'est que l'idée de l'exorcisme? Très, très sommairement, c'est que dans mon champ énergétique, j'ai des mémoires émotionnelles qui sont en moi. Ces mémoires émotionnelles-là, évidemment, si je m'en dissocie très fortement, c'est-à-dire que je cherche à ne pas être connecté avec une émotion, ce que je vais faire, c'est que je vais, en quelque sorte, me retirer, essayer de pousser cette énergie, inconsciemment, évidemment,
un peu comme si j'avais de l'énergie en moi qui représentait une certaine émotion, et j'allais prendre cette énergie-là en lui disant « je ne te veux pas, parce que tu me déranges, parce que tu me fais mal, parce que je souffre, je ne veux pas t'avoir », et je vais donc faire un effort inconsciemment de me dissocier de cette énergie-là. On fait tout ça, donc on n'a pas d'inquiétude à savoir que c'est un mécanisme particulier, ce n'est pas le cas. C'est vraiment tout être humain va avoir ce processus-là de dissociation qui va s'effectuer. Là où il peut y avoir un problème, c'est lorsqu'on se dissocie d'une façon trop importante à un point tel que l'on devient finalement complètement en désaccord avec soi. C'est-à-dire que je pourrais me dissocier à un point tel d'une énergie émotionnelle que je pourrais avoir l'impression que cette énergie émotionnelle-là ne m'appartient pas. Alors, vous comprendrez ici qu'il y a comme des règles et des lois dans l'univers, c'est comme ça que moi je pourrais vous l'expliquer, qui font que l'émotion, les émotions qui sont en soi, les mémoires émotionnelles qui sont en soi, elles sont là pour nous informer qu'elles existent, qu'elles ont une charge émotionnelle, un message, une raison d'être à nous exprimer. Et tant et longtemps que moi, je vais être en désaccord avec cette charge émotionnelle-là, cette énergie mémorielle-là, ben, je ne pourrai pas m'harmoniser donc, à cette énergie-là. Donc, elle va rester programmée dans mon champ et elle va m'empêcher de pouvoir trouver ma propre voie, de trouver mon propre chemin. Donc, vous comprendrez ici que tout le processus de l'exorcisme consiste justement à travailler sur ces charges émotionnelles-là pour les enlever, comme si les guérisseurs considéraient que toute maladie, par exemple, était associée donc à cette présence d'énergie à quelque part qui est étrangère et qui va prendre possession d'un espace énergétique que l'on n'habite pas. Alors là, pour moi, cette interprétation-là peut être discutable. Je crois vraiment, moi, qu'en tant qu'être humain, on a tous un travail à faire pour se réunifier, c'est-à-dire retrouver à quelque part l'unité à l'intérieur de soi. Et cette unité-là, plus j'arrive à la faire, plus je deviens unifié en mon être, et plus je suis unifié, moins il y a des chances, évidemment, que je puisse raisonner avec des mémoires, d'une part, que je vais rejeter, c'est-à-dire que je vais pouvoir me rétablir, me réharmoniser à moi-même. Et si je me réharmonise à moi-même, ben, il y a beaucoup moins de risques que je me retrouve donc à raisonner avec des mémoires, effectivement, qui pourraient donc me donner cette impression, amplifier cette impression que je ne suis pas en possession de mes moyens. Alors, vous comprenez que ce processus-là, donc, de l'exorcisme est un processus, effectivement, que les guérisseurs ont développé, qui rend un peu la personne, passive. C'est-à-dire que moi, je suis un guérisseur, une personne se dit possédée, je lui enlève l'énergie émotionnelle qui est là, et bingo, tout va bien, tout est merveilleux, tout est fantastique, la personne est rétablie. Alors, moi, j'ai constaté que ce n'était pas toujours le cas, mais évidemment, c'est une technique que dans l'enseignement, justement, des 5 leçons qui vous seront proposées après la conférence, nous allons aborder un thème comme ça. Nous allons voir un petit peu comment ça peut fonctionner, très simplement, parce que vous comprendrez que tout est simple. On peut compliquer les choses quand on ne les comprend pas. Mais quand on les comprend, tout devient limpide, tout devient très, très simple. Et le phénomène de l'exorcisme, évidemment, pourrait toujours faire appel à des énergies provenant d'autres vies, des entités, etc. Mais moi, je crois que toutes ces énergies-là, quelles qu'elles soient, sont en résonance d'abord et avant tout avec une facette de soi dont on s'est dissocié. Alors, si on fait travail sur soi de réunification, déjà, on va pouvoir justement de moins en moins favoriser ce processus-là. Alors, évidemment, ce n'est pas un sujet que nous allons aborder en profondeur, comme je vous l'ai déjà dit, puisque ce serait un sujet un peu plus vaste que le but de la conférence d'une part, mais également même des 5 leçons qui vont suivre. Mais nous allons l'aborder pour vous montrer un petit peu comment ça se passe. Donc, c'est un phénomène, donc, pour moi, qui était important, c'était de comprendre donc, la raison d'être des énergies émotionnelles. Ensuite, évidemment, l'idée de l'exorcisme, je dis bien l'idée parce qu'on ne fera pas de l'exorcisme comme tel, mais comprendre effectivement qu'on peut avoir une interaction avec des énergies émotionnelles, qu'on peut donc enlever du champ énergétique. Évidemment, dans la pratique de l'écoute imaginaire, lorsqu'on enlève quelque chose, lorsqu'on interagit avec le champ énergétique, on va toujours chercher à observer qu'est-ce qui se passe dans le champ énergétique. Donc, c'est ça qu'on va chercher à faire tout au long de la pratique que nous allons expérimenter lors de ces 5 leçons aussi, c'est-à-dire que nous allons apprendre donc à développer le décollage intuitif, la déprogrammation dont je vous ai déjà parlé, et évidemment cette notion d'extraction, c'est-à-dire d'extraire des énergies mémorielles ou émotionnelles, et de voir qu'est-ce qui se passe quand on le fait. Parce que dans la pratique de l'écoute imaginaire, on cherche toujours à comprendre ce qui se passe dans le champ énergétique. Parce qu'il faut bien comprendre que le champ énergétique, justement, est animé d'une énergie, de l'énergie vitale. Alors, on pourrait très bien dire, je vais t'équilibrer ton énergie vitale.
Il faut se rappeler d'une chose, par contre, c'est que l'énergie vitale est animée par des mémoires, par des émotions, par des informations émotionnelles, des informations psychiques qui vont colorer la circulation énergétique. C'est-à-dire que la circulation énergétique va être animée par une conscience mémorielle ou émotionnelle et que si moi, je ne fais que travailler sur l'énergie vitale d'une personne, je ne tiendrai pas compte de ce qui anime cette énergie-là. Et pour cette raison-là, je ne pourrais peut-être pas parvenir à rétablir la circulation énergétique d'une façon aussi efficace que si je tenais compte, évidemment, de la conscience émotionnelle qui anime l'énergie. Alors, c'est ça un petit peu qu'on va essayer de découvrir à travers, évidemment, ces 5 leçons. Alors, si vous voulez bien, donc, c'était les 3 grands volets que nous allons peut-être aborder tout au long de cette conférence. Donc, décodage, déprogrammation et évidemment, toute la notion d'extraction, de nettoyage. Et évidemment, il y a l'aspect circulation, évidemment, qui va aussi être important. Comment je peux faire circuler l'énergie émotionnelle pour qu'elle puisse effectivement s'harmoniser à mon être. Et finalement, il y aura également la notion d'accueil, puisque l'accueil, c'est accueillir avec amour, hein, c'est se réunifier, me réapproprier la charge émotionnelle dont je m'étais dissocié, me réapproprier cette énergie vitale aussi dont je m'étais dissocié, pour me permettre de favoriser un travail de guérison. Alors, à travers ma démarche avec les guérisseurs, à travers ma démarche en tant que formateur dans la pratique de l'écoute imaginaire et en tant que thérapeute, c'est ces grands volets-là, en quelque part, que j'ai identifiés comme étant fondamentaux pour effectuer un travail sur la dimension émotionnelle. J'ajouterais qu'on pourrait évidemment utiliser ces grandes bases-là pour faire un soin énergétique, mais il y a également d'autres aspects dont on ne parlera pas aujourd'hui, mais dont on aurait pu tenir compte également. Alors, si vous voulez bien, on va passer donc à la diapo suivante. Alors, donc, j'avais présenté le texte de présentation de la conférence, nous parlait un petit peu de thérapie quantique. Alors, évidemment, juste pour mettre en évidence, qu'est-ce qu'on perçoit quand on est intuitif? Qu'est-ce qu'on perçoit dans le champ énergétique d'un partenaire? Évidemment, on perçoit la circulation énergétique, hein, c'est-à-dire les mouvements d'énergie, les chakras, les organes, les systèmes, les différents mouvements, les différentes dynamiques énergétiques qui peuvent être présentes dans le champ énergétique d'un partenaire. Donc, on arrive à comprendre la santé, pourrait-on dire, énergétique. Maintenant, la santé psychologique, on va donc constater que dans le champ énergétique, c'est un peu comme si on pouvait constater qu'il y avait une quantité d'informations virtuelles qui représente la somme des possibilités que cet être humain-là peut avoir dans sa propre vie. C'est-à-dire que j'ai un bagage émotionnel qui est en moi, et plus ce bagage émotionnel-là que je traîne avec moi est figé, hein, comme par exemple arrêté, c'est-à-dire qu'à l'âge de 8 ans, je me sens abandonné, donc depuis que j'ai 8 ans, je me sens abandonné, et c'est comme ça aujourd'hui, et ça sera demain comme ça, et ça sera après-demain comme ça, et jusqu'à la fin des temps. Ça veut donc dire que quand on est figé, les émotions ne bougent plus. C'est-à-dire qu'on est dissocié, on est figé, on est cadré, on ne permet pas la circulation émotionnelle de se faire. Et à ce moment-là, évidemment, il y a donc des possibilités beaucoup moindres qui vont être présentes. C'est-à-dire que c'est un peu comme si on avait la notion de karma qui était totalement établie dans notre tête, dans notre conscience, dans notre regard sur nos propres émotions. On ne peut pas concevoir qu'il est possible de pouvoir entreprendre une démarche autre que celle que nous avons vécue. Alors, si je suis abandonné, je suis convaincu que je le serai aujourd'hui, demain, après-demain et jusqu'à la fin des temps, puisque je suis figé dans cet état émotionnel d'abandon. Alors, évidemment, dans des circonstances comme celle-là, on comprend ici que l'individu se trouve dissocié de ses capacités, de ses possibilités, puisqu'il a arrêté le temps. Un peu comme si, par exemple, à l'âge de 8 ans, on avait vécu une émotion très forte et on avait arrêté le temps à ce moment-là. C'est-à-dire que j'ai beau avoir un âge plus avancé, et je reste avec cette charge émotionnelle-là de l'âge de 8 ans. Alors, dans le champ énergétique, c'est ce qu'on va observer. C'est-à-dire que quand quelqu'un est vraiment figé, on va observer des mémoires, des événements de sa vie qui vont refléter, par exemple, le sentiment d'abandon, qui s'est vécu à l'âge de 8 ans, et qui va indiquer justement qu'il y a une perturbation énergétique qui va être là. C'est-à-dire qu'il va y avoir l'émotion qui va être là, l'énergie émotionnelle qui va être un peu comme dissociée, comme si la personne s'était comme départie de cette énergie-là. Et cette énergie-là va se trouver donc dans une position justement où on ne pourra pas en bénéficier. Alors vous comprendrez que dans ces circonstances-là, bien évidemment, il y a donc des déséquilibres énergétiques qui vont s'effectuer dans la région concernée et qui vont être étroitement en relation avec cette blessure émotionnelle-là qui n'a pas été réglée. Donc, tant qu'on ne fait pas de travail sur cette charge émotionnelle-là,
ben, on va avoir des émotions de victime, des émotions d'abandon qui vont remonter à notre conscience, un peu comme si on était une marionnette qui se faisait diriger par des ficelles. Et ces ficelles-là sont en quelque sorte ces énergies psychiques dont on est inconscient. Et que plus on arrive à devenir conscient de ces énergies émotionnelles-là, plus on peut arriver justement à pouvoir faire un travail pour justement se réunifier à elle, se réharmoniser à elle. Alors, ça veut donc dire justement de comprendre sa raison d'être, d'effectuer la déprogrammation, comme je l'avais dit tout à l'heure, de pouvoir faire un travail d'extraction si c'est nécessaire, de faire un travail d'accueil, de faire un travail de circulation énergétique pour permettre justement à que tout ce processus-là puisse se remettre en place. Alors ça, c'était dans un contexte où on est complètement figé. Maintenant, si on part du principe que tout être humain ne peut pas être, il n'est pas tellement souvent, ça n'arrive pas tellement souvent qu'on va voir chez quelqu'un cet état de figé dans son champ énergétique. On va voir certaines émotions, certaines mémoires qui sont figées dans son champ énergétique, mais on va quand même constater qu'il y a des potentiels évolutifs chez cette personne-là. C'est-à-dire qu'on va découvrir que dans le champ énergétique, il y a donc des éléments du passé, des éléments qui sont vraiment limitatifs, des mémoires qui nous empêchent d'être en harmonie avec soi. Et à mesure qu'on va faire un travail, on va découvrir justement qu'il est possible, donc tout doucement, de se rendre conscient de potentiels. Ces potentiels-là, effectivement, sont des potentiels évolutifs que nous avons tous à l'intérieur de soi, mais quelquefois, nous ne leur donnons pas d'importance, nous ne leur donnons pas de signification, nous ne les nourrissons pas. Pourquoi? Parce qu'on est tellement omnubilé par la souffrance et la douleur à laquelle on est identifié très fortement depuis qu'on est né, en quelque part, qu'on va s'empêcher justement de pouvoir accéder à ces potentiels évolutifs-là. Donc, de cette façon-là, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'on va se retrouver dans une position, justement, où on va donc être simplement victime de notre passé, de notre histoire. Et on ne va pas être en mesure d'ouvrir la porte à ces potentiels évolutifs-là. Donc, c'est pour ça qu'on appelle ça de l'information virtuelle. C'est que dans le champ énergétique, on va constater qu'une personne peut donc avoir de très beaux potentiels énergétiques et psychologiques et émotionnels et spirituels, mais elle ne pourra jamais y accéder si elle ne fait pas une certaine démarche. Et la démarche va consister souvent à effectuer le travail de conscientisation de la raison d'être de l'émotion dissociée et tout le travail dont je vous ai déjà parlé par la déprogrammation, etc., pour parvenir justement à ce que cette mémoire-là, émotionnelle, puisse se réharmoniser à notre individualité. Alors, c'est vraiment le travail que l'on cherche à effectuer. Et dans ce sens-là, évidemment, toute la notion, la physique quantique, permet donc d'avoir une vision, une compréhension peut-être plus importante de qu'est-ce qu'on perçoit dans les champs énergétiques d'une personne. Souvent, on va aller voir des voyants, des médiums qui vont nous parler du passé, du présent et du futur. Et on va avoir l'impression que ces gens-là nous prédisent l'avenir. J'ai l'impression, moi, qu'ils ne nous prédisent pas l'avenir. Ils nous reflètent simplement ces informations virtuelles, c'est-à-dire ces potentiels virtuels, ces potentiels évolutifs qui sont en soi, mais qui ne sont pas encore réalisés. Donc, le thérapeute intuitif va simplement se rendre réceptif à ça. Et évidemment, si nous avons une résonance avec l'information qui nous est donnée par le thérapeute intuitif, nous allons nourrir, nous allons nous sentir concernés, nous allons nous sentir fortement encouragés peut-être à valoriser ces potentiels-là en se disant, ben oui, il m'a dit ça, donc il y a une destinée, et donc oui, effectivement, je peux arriver à atteindre tel objectif, et donc on va se sentir plus motivé à le faire, et ça peut dans ce sens-là être très, très thérapeutique que d'avoir accès à ces prédictions, pourrait-on dire. Mais selon moi, ces prédictions sont simplement ces potentiels qui peuvent se réaliser comme ils ne peuvent pas se réaliser selon mon travail à moi que je fais dans ma propre structure énergétique et émotionnelle, donc et psychique, et pourrait-on dire aussi spirituelle. Donc ça, c'était la première chose dont je voulais vous parler. Évidemment, le passé, le présent et le futur sont dans le même espace-temps. Vous comprendrez que quand j'observe le champ énergétique d'une personne, je vais donc observer des mémoires provenant de son passé, des événements de son passé qui ont pu le traumatiser, qui ont pu le perturber, qui ont pu également aussi le renforcer, l'équilibrer. Et je vais constater que ces événements-là peuvent avoir un impact dans son présent, c'est-à-dire que parce que j'ai été cela, je suis dans mon présent atteint d'une certaine façon de me comporter, parce que j'ai été affecté ou j'ai bénéficié de certains apports, certaines forces qui m'ont été bénéfiques aujourd'hui. Et parce que justement, je suis plus ou moins en harmonie avec moi-même, bien évidemment, je vais créer un avenir. Et cet avenir-là va se baser sur quoi? Il va se baser sur une forme de préférence. C'est-à-dire que si moi, je nourris justement un potentiel évolutif
parce que j'ai fait le travail, je me suis dégagé de mon passé, ben, il est fort probable que ce potentiel expansif, évolutif, puisse prendre forme d'une façon plus importante. Alors évidemment, donc, le passé, le présent et le futur ne sont pas quelque chose qui sont justement reliés donc à monde terrestre, hein, c'est-à-dire que dans ce monde-là, on accède au passé, au présent, au futur d'une façon qui est vraiment immédiate, pourrait-on dire. C'est pour ça que la déprogrammation est un élément très important, puisque la déprogrammation met en évidence qu'il est possible justement de travailler sur ces mémoires-là dans l'immédiat. Alors, l'émotion me dit, j'ai de la peine, ben, dans les médias, je peux très bien lui donner ce dont elle a besoin pour qu'elle n'ait plus de peine. C'est donc dire que dans cette notion de la physique quantique, quand on reconnaît ce modèle-là, on comprend que tous les états dans lesquels qu'on expérimente dans notre vie au point de vue émotionnel ne sont que des états. Et que ces états-là peuvent être modifiés pour la simple raison que moi, en tant qu'observateur, je peux porter un regard différent sur ces événements-là, sur ces histoires émotionnelles que j'ai en moi. À partir du moment que je comprends cela, je peux donc effectuer une forme de déprogrammation permanente et constante et continue sur les charges émotionnelles qui sont présentes en moi pour permettre à ce moment-là au potentiel évolutif, au potentiel de réalisation qui sont en moi, aux ressources créatrices qui sont en moi, de pouvoir justement atteindre un plus grand bien-être. C'est ça un peu l'objectif, en fin de compte, du travail que j'effectue et qu'on découvrira tous ensemble lors des 5 leçons. D'autres informations également par rapport à l'émotion et thérapie quantique, une émotion se manifeste sous la forme d'une énergie psychique ou forme pensée représentant la charge émotionnelle. Donc, j'en avais un petit peu parlé déjà de toute façon. Alors, dans le champ énergétique, évidemment, on peut voir des images, des événements, des scènes. On peut entendre des voix qui vont refléter ces états émotionnels qui ont été vécus, par exemple, à l'âge de 8 ans, ou on peut ressentir dans son corps ces états émotionnels-là, c'est-à-dire le sentiment d'abandon, par exemple, qu'on a vécu à l'âge de 8 ans. Alors évidemment, on va voir qu'il y a un protocole, une façon de faire qui va nous permettre de pouvoir renforcer la position du témoin. La position du témoin, c'est celui qui observe. Alors vous allez me dire, oui, mais les émotions, ce n'est pas quelque chose où on peut être facilement témoin. Et vous avez totalement raison. C'est une difficulté, évidemment, lorsqu'on fait un travail sur nos émotions, avec un travail intuitif, on doit favoriser donc la position du témoin qui va nous amener donc à être capable de poser un regard objectif envers ce qui se manifeste en soi. C'est-à-dire que dans ce monde imaginaire, ce monde intuitif, on va donc accéder à des informations visuelles, auditives ou sensitives, et on va chercher évidemment donc à reconnaître que nous sommes un témoin qui observe cela. Un peu comme un méditatif, dans un état méditatif où on devient témoin de notre vie sans s'investir dessus. Alors, évidemment, ça ne veut pas dire qu'on ne vivra plus d'émotions. Vous comprendrez que ce sont des situations particulières qui vont nous permettre de pouvoir justement avoir cette position de témoin. Évidemment, quelquefois, on ne va pas être en mesure de pouvoir être témoin parce que nous allons être trop identifiés aux émotions, trop identifiés à notre histoire de vie, et que dans ces conditions-là, bien évidemment, on pourrait avoir envie de pleurer, se mettre en colère, vivre un certain nombre d'émotions, un certain nombre d'états émotionnels. Alors moi, je vous dirais, bien, vivez-le tout simplement. Et ensuite, revenez à la position du témoin. Mais ça, on va le voir tout à l'heure, à mesure qu'on va avancer dans notre présentation, comment on peut procéder concrètement par rapport à ça. Alors, on dit quelquefois qu'une image vaut 1000 mots. Alors, j'ai choisi d'y aller avec des images plutôt que des textes pour vous présenter un petit peu qu'est-ce que c'était que le déséquilibre émotionnel, qu'est-ce que c'est que l'équilibre émotionnel, et de vous présenter évidemment les outils que je vais proposer lors des 5 leçons pour effectuer un travail plus poussé par rapport à cela. Donc, le déséquilibre émotionnel. Alors, vous voyez ici dans le dessin, donc, cette dame, c'est une dame donc, qui a donc un champ énergétique. Vous voyez ici que la circulation énergétique au niveau des chakras, il y a donc des mouvements d'énergie qu'on peut observer, etc. Donc, on comprend bien ici que cette personne-là donc, a une certaine dynamique énergétique qui est présente. Alors, je n'aborderai pas ça d'une façon trop importante, mais pour montrer justement à quoi ça ressemble un champ énergétique. Alors, c'est un dessin qui a été fait par un artiste peintre, Claude Daou, que je salue au passage, et qui a été fait pour le livre L'écoute imaginaire, version canadienne, québécoise. Alors, ça a été fait il y a quelques années quand même. Et l'idée de cela, c'est que ça met en évidence que donc, le champ énergétique a donc des mouvements d'énergie, évidemment. Et comme je vous disais, ces mouvements d'énergie-là sont en relation avec des mémoires. Alors, si on regarde, par exemple, dans le dessin à droite, la petite fille qui se trouve dans une position où elle se sent un peu coupable, et sa mère semble, bon, la voyez avec une image avec une robe bleue, juste au-dessus
de l'image de droite, donc à droite, mais vers le haut. Donc, c'est une information, donc c'est un bagage émotionnel que cette femme traîne avec elle, dans lequel elle se sent coupable, elle a l'impression de ne pas avoir le droit de pouvoir être elle-même. Alors, il s'avère que cette femme-là est un être qui a une grande créativité, une grande sensibilité créative, artistique, et finalement, tout au long de sa jeunesse, elle a eu l'impression qu'il fallait qu'elle plaise, qu'elle réponde aux exigences, aux demandes justement de ses parents, son père et sa mère, et elle a appris donc à devenir, entre guillemets, rationnelle, une femme d'affaires, une femme qui faisait les choses comme elle devait les faire pour arriver à un certain résultat professionnel. Alors, elle a donc vécu une carrière professionnelle importante, toujours en étant éloignée quelque part de sa nature profonde. Et évidemment, c'était donc une énergie qui s'était dissociée. Elle s'était dit, ben moi, j'ai pas le droit d'être la petite fille que je suis, c'est-à-dire la petite fille qui est créative, qui est pleine de ressources créatives, qui voudrait être artiste, et je vais donc m'interdire cela. Alors évidemment, ça a pris plusieurs années. Aujourd'hui, bon, je la côtoie encore, cette personne, et elle est donc finalement revenue aux sources, à sa source, en fin de compte, en se donnant l'autorisation de travailler avec des artistes peintres qu'elle apprend à faire connaître, etc., etc., etc. Alors ça, c'est juste pour montrer quelque part que dans ce cas-ci, c'est une personne justement qui pendant de nombreuses années, pendant peut-être 30 ans, elle a traîné avec elle cette charge émotionnelle-là, qu'elle n'avait pas conscientisée. Elle avait vraiment l'impression qu'il fallait qu'elle plaise à ses parents, donc ce n'était pas discutable, il fallait qu'elle plaise à ses parents à tout prix. Donc elle devait faire des efforts pour se faire apprécier, se faire aimer de ses parents. Donc elle a appris à s'éloigner donc complètement de cet aspect-là. Et le travail, évidemment, dans un cas comme celui-ci, c'est que vous comprendrez que cette énergie, justement, de la petite fille, ben, quelque part, c'est un peu comme une énergie, justement, qui est orangée, si vous le voyez bien. Donc, c'est en relation avec le chakra sacré, donc la région du ventre. Et il y a donc, évidemment, une forme de déficience énergétique qui s'est formée dans cette région-là. C'est quelqu'un qui a développé des problèmes de santé, au niveau des intestins, entre autres, etc. Parce que, justement, elle avait comme rejeté, quelque part, un potentiel énergétique qui était en elle. Et il a donc fallu effectivement qu'elle passe par tout un processus de souffrance, pourrait-on dire ça comme ceci, pour parvenir progressivement à se réapproprier le droit d'être qui elle était et donc de pouvoir se réharmoniser au niveau émotionnel et au niveau énergétique la région de son ventre. Alors vous voyez, c'est un peu ça, un peu le déséquilibre émotionnel. Évidemment, il y a d'autres informations, il y a des mémoires d'autres vies, on pourrait aborder, mais ce sera peut-être plus difficile d'aborder cet aspect-là. Puisqu'évidemment, cela signifierait qu'on prendrait un peu plus de temps, mais évidemment, vous comprendrez qu'il y a des mémoires d'autres vies, c'est-à-dire que moi, en tant qu'être humain, j'ai des mémoires à moi, de mon histoire personnelle, et je peux donc raisonner de mon histoire personnelle vers des mémoires d'autres vies. Alors, c'est un peu le concept, et alors c'est ça un peu qu'on voit aussi dans l'image de gauche, où on voit c'est un Africain qui se sent complètement abandonné, délaissé par son village. C'est un peu l'image qui est présentée ici. Alors, si vous voulez bien, donc, on va regarder maintenant les solutions. Comment on peut arriver donc à faire un travail au niveau de cet aspect émotionnel-là pour arriver donc à parvenir justement à favoriser la libération émotionnelle et la déprogrammation et d'arriver donc à une notion de soi. Alors donc, la première chose qu'il faut se comprendre ici, c'est l'alignement émotionnel pour développer la position de témoin. L'alignement émotionnel repose sur un principe, une technique toute simple que j'ai déjà abordée avec vous d'une façon différente, qui est la technique de l'enracinement. La technique de l'enracinement consiste justement à reconnaître la position, une position verticale, c'est-à-dire que de mes pieds vers le sommet de la tête, j'ai un mouvement qui me mène donc de l'énergie de la Terre à travers tout mon corps et remonter jusque vers le ciel. C'est-à-dire que quand je suis dans cette position-là, je reconnais que je suis animé, habité par une énergie tellurique qui va me nourrir des pieds jusqu'au chakra du cœur et une énergie du ciel qui va me nourrir du sommet de la tête jusqu'au vers le chakra du cœur. Dans cette position d'alignement, je suis à quelque part habité par une énergie qui est plus élevée que moi, qui est plus grande que moi, et qui me permet justement de développer cette fameuse position de témoin. Pourquoi? Quand je suis habité par ces deux énergies-là, on va constater qu'il y a, c'est comme si on se mettait dans une position favorable pour permettre justement à ce que notre perception imaginaire soit animée, habitée par une sagesse intuitive, une sagesse intelligente.
Et cette sagesse intelligente-là, lorsqu'elle est présente, ben, elle va me permettre justement de me mettre dans une position favorable à être dans une position de témoin, puisque je vais reconnaître que mes perceptions imaginaires vont être animées d'une sagesse qui vont m'informer, m'indiquer justement de comment je peux justement reconnaître cette sagesse intelligente, cette puissance plus élevée que moi, qui va m'enseigner justement à pouvoir me faire confiance au processus imaginaire et intuitif et permettre justement de renouer contact avec ma vérité intérieure. Donc, c'est vraiment la technique de base que nous allons découvrir lors des 5 prochaines leçons et qui va nous permettre justement de pouvoir se préparer à ce qu'on appelle donc la deuxième étape dans la pratique de l'écoute imaginaire, qui est le décodage intuitif. Alors, le décodage intuitif va consister en quoi? Il va consister simplement à partir de mon chakra du cœur, de pour porter donc une conscience dans mon corps ou dans le corps d'un partenaire, puisqu'on peut vraiment pratiquer de ces deux façons-là dans la pratique de l'écoute imaginaire. Évidemment, la première étape, c'est de faire un travail sur soi pour favoriser une meilleure circulation dans notre être, pour qu'on soit le plus en harmonie avec soi, qui va faire qu'on va être en mesure de pouvoir s'ouvrir à l'autre, à toutes les palettes de couleurs émotionnelles de l'autre, parce que j'aurai moi-même fait un travail sur tous ces aspects émotionnels qui sont en moi, pour être capable de ne pas me sentir figé, de ne pas me sentir blessé, de ne pas me sentir perturbé. Je vais être le plus possible dans un état de fluidité qui va faire que je me rende réceptif à la personne qui est devant moi. Donc, pour le décodage intuitif, ça va être évidemment d'utiliser le monde imaginaire comme une forme de prolongement de conscience qui va me permettre de voyager dans mon être pour me mettre en relation avec des états émotionnels. Ces états émotionnels vont se représenter à moi sous la forme de personnages, par exemple le déprimé qui est en moi, le colérique qui est en moi, le joyeux qui est en moi. Donc, ce sont des états émotionnels qui sont observables dans ma perception imaginaire sous la forme d'images, sous la forme de sensations ou sous la forme de mots, comme je l'ai déjà dit précédemment. Et évidemment, ce que je vais faire dans ma position de témoin, c'est de m'adresser à ces perceptions imaginaires-là qui ont une conscience et qui sont capables donc de me répondre, de me donner de l'information. Évidemment, si vous commencez à vous dire « non, ça n'a pas d'allure » ou que vous ne faites pas confiance au processus imaginaire, ça ne fonctionnera pas. Il vous faut évidemment donc accepter le jeu imaginaire qui consiste à accepter que ces perceptions qui sont en apparence imaginaires, justement, qu'on pourrait dire fausses, sont justement animées d'une vérité qui nous dépasse complètement. Et je pense que ça fait peur à l'être humain souvent de se rendre réceptif à une force plus grande que la sienne, mais en même temps, c'est enivrant, c'est fascinant de pouvoir accepter l'idée qu'on puisse être animé nous-mêmes en tant qu'être humain par une conscience plus élevée, par un Dieu, en quelque part, qui nous enseigne et qui nous dirige vers un chemin, vers une route qui est la nôtre, et pas celle de notre personne, qui est vraiment la nôtre. Alors ça, c'est assez intéressant de pouvoir le découvrir. Donc, en découvrant ça, on va découvrir la raison d'être de l'énergie émotionnelle ou psychique qui est en soi. On va apprendre donc à décoder justement pourquoi c'est présent ces émotions qui sont en nous, qui nous perturbent, qui nous empêchent d'être heureux, etc., etc. Donc ça, c'est vraiment la base du travail de la pratique de l'écoute imaginaire, de comprendre. À partir du moment qu'on a compris, évidemment, on peut donc déprogrammer l'énergie émotionnelle. Ça veut dire quoi, déprogrammer l'énergie émotionnelle? Cela veut dire justement que je peux donner à l'énergie émotionnelle ce qu'elle a de besoin pour transformer sa conscience mémorielle. Alors, si, par exemple, j'ai une émotion quelque part qui se présente à moi, une énergie émotionnelle qui se présente à moi, par exemple, qui aurait énormément de colère, bien évidemment, je vais lui demander pourquoi elle est en colère, elle va peut-être m'expliquer pourquoi elle est en colère, et évidemment, je vais la reconnaître, lui donner le droit d'exister, et parce que je vais lui donner le droit d'exister, lui donner ce qu'elle a besoin pour que justement sa colère soit reconnue, mais qu'elle soit aussi dans un état de plus grand calme, de plus grande harmonie avec elle-même, mais si elle est de plus grande harmonie avec elle-même, il risque qu'elle ne soit plus justement en colère, et ça va permettre donc d'amener un nouvel état beaucoup plus en harmonie avec elle-même. Donc, c'est ça le sens de la déprogrammation, c'est de libérer l'expérience émotionnelle, l'expérience figée émotionnelle. Par exemple, quand je me sens abandonné, alors si depuis l'âge de 8 ans, je me sens abandonné, si je déprogramme, je donne tout ce qu'il faut pour que l'énergie d'abandon se transforme en autre chose. Et c'est là que je vais constater que plus je donne une nouvelle information à cette mémoire-là, plus elle va me montrer justement ce que j'appelle le potentiel évolutif, le potentiel virtuel
C'est-à-dire que si je m'harmonise à moi-même, je constate que dans mon champ énergétique, je ne suis plus lié à l'abandon, je suis lié au contraire à une force, à une puissance qui peut être reliée à une forme d'affirmation de mon être, où je me sens plus du tout victime, mais je me sens au contraire en possession de mes moyens. Et là, je suis en harmonie avec mon être complètement à ce moment-là. Donc, vous comprendrez que la déprogrammation est une technique fort importante dans le travail, pour travailler sur les émotions, pour justement s'harmoniser le plus possible avec chacune de ces émotions-là qui sont en soi. Évidemment, dans la déprogrammation, évidemment, on peut donc donner à l'énergie ce dont elle a besoin pour la transformer. On va découvrir aussi qu'on peut extraire, quelquefois. Extraire, c'est-à-dire enlever une mémoire. Et c'est là qu'on touche la notion d'exorcisme. On enlève quelque chose, on libère la conscience de quelque chose. Et évidemment, il y a toujours l'idée, évidemment, de passer un questionnement pour comprendre qu'est-ce qui se passe quand on libère. Alors, par exemple, si j'ai une charge émotionnelle de colère qui est très, 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 très puissante, bien évidemment, il est possible que je puisse enlever cette charge émotionnelle-là du champ énergétique, de mon champ énergétique, de celui de mon partenaire, et d'observer qu'est-ce qui se passe. Parce que si je l'enlève, il va donc y avoir une transformation qui va se faire. Et cette transformation va me permettre, encore une fois, de pouvoir d'une part faire le soin, mais de comprendre qu'est-ce qui se passe à mesure que je fais le soin, à mesure que je transforme le champ énergétique, le champ émotionnel de mon partenaire, qu'est-ce qui se produit et qui va me permettre donc d'accéder progressivement à ce potentiel évolutif dont j'avais déjà parlé tout à l'heure. Ensuite, un élément important, c'est accueillir l'énergie émotionnelle afin de se réunifier à elle. Alors donc, je disais tout à l'heure qu'on on se dissocie tous. C'est-à-dire que notre énergie émotionnelle, avec laquelle nous ne sommes pas en accord, nous ne sommes pas en harmonie, on va souvent se dissocier de cette énergie-là. C'est-à-dire qu'on va la refuser. On va essayer de s'en départir. Alors évidemment, accueillir, ça veut donc dire faire le contraire. C'est reconnaître que dans notre cœur, il y a une force d'amour qui est là. Et que cette force d'amour-là, justement, lorsqu'on la dirige vers une énergie émotionnelle, donc un personnage ou des mots qu'on entend ou une représentation sensitive de cette émotion-là, nous allons chercher justement à faire un travail de réunification, de faire en sorte que cette énergie émotionnelle-là, on puisse se réunifier à elle, qu'on puisse s'harmoniser à elle et qu'il n'y ait plus ce conflit, qu'il n'y ait plus cette dualité, qu'il n'y ait plus cette dissociation qui puisse être présente. Alors évidemment, plus on se réunifie, plus on retrouve une position justement d'unité. Et dans cette unité-là, cela favorise la transparence envers moi-même, la transparence envers les autres. Je suis en pleine harmonie avec mon être à ce moment-là. Et évidemment, le dernier point, équilibrer la circulation entre les cerveaux et les énergies émotionnelles. Vous comprendrez que plus les énergies émotionnelles circulent adéquatement vers le cerveau et l'inverse aussi du cerveau vers les émotions, plus il y a donc une forme d'harmonie, une forme de fluidité, une forme d'équilibre qui va en résulter. C'est ce que nous allons chercher à faire aussi tout au long de ces 5 leçons-là. C'est un peu le programme que je vais vous présenter qui va faire que nous allons pouvoir permettre justement à un équilibre plus important de se produire dans nos émotions, justement. Alors, peut-être un autre petit dessin. Donc, l'équilibre émotionnel. Alors, vous voyez ici, évidemment, que l'équilibre émotionnel, c'est donc, dans ce cas-ci, cette femme a une circulation énergétique qui est beaucoup plus harmonieuse. Vous voyez que l'énergie circule beaucoup plus harmonieusement dans ses organes et ses chakras. Et il y a donc une mémoire qui est encore présente, qui pourrait donner l'impression que cette énergie mémorielle-là est une énergie émotionnelle qui est dissociée. Dans ce cas-ci, c'est qu'après qu'on ait pu équilibrer son énergie émotionnelle, elle a repris contact avec une frustration d'enfant qui ne s'est pas permis de s'exprimer. Et que ce qui était observable, c'est que ça met en évidence que cette personne-là allait avoir besoin, comme plan d'action, de justement chercher à s'affirmer et que si elle est moindrement attentive à cette envie de s'affirmer, elle constaterait évidemment qu'elle pourrait être plus impatiente, plus mécontente, moins adaptable, moins souple avec les gens, parce que justement, c'était sa qualité. C'est une qualité évidemment qui peut être un défaut. Quand on est trop adaptable, on peut souvent perdre de pied. Et dans ce cas-ci, cette personne-là, c'est comme si elle devait apprendre justement à se donner l'autorisation d'exprimer ses frustrations et ses mécontentements. Alors, en faisant ce travail-là, elle va se réunifier donc à elle-même et elle va donc permettre justement à un plus grand travail d'unité de se faire en elle pour lui permettre donc de favoriser une transformation, un changement. Alors, donc, ça nous amène évidemment à vous parler donc de l'approfondissement des 5 leçons. Alors, le programme, c'est vraiment ce que je viens de vous présenter lors de cette conférence, qui était donc une présentation justement du travail plus global
que l'on peut effectuer tant sur soi que sur un partenaire. Quand on fait un travail émotionnel, on va vraiment chercher à travailler sur plusieurs aspects, comme ceux que je vous ai présentés, qui vont permettre donc une réunification de l'individu de prendre forme, lui permettant donc de se sentir en état d'unité plus important. Alors, quand je le fais sur moi, je procède de cette façon-là. Quand je le fais sur un partenaire, je vais procéder de la même façon pour favoriser cette unité, renforcer l'identité des personnes pour qu'elle soit de plus en plus en harmonie avec sa nature profonde. C'est vraiment l'objectif que l'on se fixe tout au long d'une pratique. Et dans les 5 leçons, c'est ce que nous allons découvrir tous ensemble. Pour en savoir plus, bien évidemment, il y a le site de l'écouteimaginaire.com pour ceux qui seraient intéressés. Donc, allez un petit peu voir qu'est-ce qui se passe comme activité. On offre des week-ends d'introduction, on propose des week-ends d'introduction, une formation de base pour devenir conseiller intuitif, des formations plus avancées, professionnelles. Il y a des formations web avec vidéo et audio également, et des conférences gratuites en devenant membre qui vous donnent accès donc à plusieurs conférences sur divers sujets sur la pratique intuitive et sur la vie après la vie, les relations humaines. Il y a plein de sujets que vous pouvez visionner si cela vous dit. Ça me fera plaisir évidemment si vous avez envie donc d'aller visiter le site de l'écouteimaginaire.com. Maintenant, donc, je pense que c'est peut-être le moment, s'il y a des questions que nous pourrions aborder tous ensemble, ce serait peut-être le moment de les aborder. Alors, peut-être que Pierre va nous présenter cela. Ou en tout cas, s'il y a des questions, allez-y tout simplement et je vais répondre directement les questions en question, les questions que vous pouvez avoir. Donc, le chat est ouvert, voilà, c'est annoncé. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions sur l'ensemble de la conférence ou sur d'autres sujets, n'hésitez pas. Alors, merci Sylvain pour cette rencontre. Alors, comme je l'ai mentionné, le chat est ouvert, donc profitez-en, posez des questions à Sylvain, il est disponible. On va prendre quelques minutes encore pour répondre à vos questions et vos commentaires. Ah, il y a Laura qui pose une question qui est très valable, évidemment, c'est comment concrètement nettoyer nos mémoires tout seul. Alors, évidemment, d'une part, la pratique, je vais dire ça comme ceci, la pratique de l'écoute imaginaire, quand on forme des gens en formation plus avancée ou même dans les week-ends, les gens, ce qu'ils vont tous me dire, vraiment tous, c'est plus facile de travailler sur les autres que sur soi. C'est curieux parce que quand on parle du travail intuitif, on a souvent l'impression qu'il faut un don, il faut être un peu spécial, il faut être un petit peu particulier. Et finalement, ce qu'on découvre, c'est que c'est beaucoup plus facile de faire ça sur quelqu'un d'autre parce que la position de témoin est beaucoup plus évidente. Parce que justement, on rentre dans l'univers de quelqu'un d'autre qu'on ne connaît pas et à ce moment-là, on l'observe, on est plus comme un observateur de la situation, évidemment. Quand on fait le travail sur soi, la première difficulté que l'on rencontre, évidemment, c'est de se mettre dans une position juste par rapport à notre propre regard sur soi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire avoir l'intention, premièrement, de s'aimer. Alors, quand on ne s'aime pas, ça va mal, bien évidemment, mais l'intention de s'aimer, ça veut dire quoi? Ça veut dire être prêt à accepter que si je voyage dans mon être, que je vais explorer mon intérieur, je vais accueillir ce que je vais percevoir, je vais accueillir ce que je vois, même si ce n'est pas quelque chose qui me fait plaisir, même si ce n'est pas quelque chose, c'est quelque chose qui pourrait générer des émotions en moi, de frustration, de mécontentement. C'est vraiment d'accepter cette notion que si je veux faire un travail sur moi, le préalable vraiment qui est requis, l'élément de base, c'est je dois avoir une intention amoureuse de prendre soin de moi et de m'apprécier, de m'aimer. Ça, c'est vraiment la base du travail. Si on n'a pas cette ouverture-là de départ, ça va être difficile. Donc, on peut très bien se dire, ben non, moi, je ne m'aime pas, je sais que je ne m'aime pas, d'accord, mais est-ce que tu as une intention de t'aimer? Si tu as une intention de t'aimer, donc oui, c'est une première étape, je pense, fondamentale pour effectuer le soin. Maintenant, nettoyer nos mémoires tout seul. On aurait tous envie, c'est un peu comme quand je suivais la formation avec Ron, on aurait tous envie quelque part qu'un guérisseur vienne nous voir, tu as un problème émotionnel, je vais te l'enlever et tu n'en auras plus jamais. Hein, tu es déprimé, tu es en colère, tu es triste, je vais t'enlever les émotions de tristesse, de colère, de déprime et plus jamais ça reviendra. On serait tellement heureux. Hein, c'est un peu comme quand on va voir un médecin et qu'on se dit, bon, malade de quelque chose et que le médecin va faire une opération pour effectivement nous enlever le problème. On aime ça quelque part, se faire enlever le problème. Alors évidemment, quand on dit nettoyer nos mémoires, c'est pas comme aller à la douche. Encore là, c'est vrai, mais c'est peut-être finalement peut-être plus proche, c'est peut-être un peu comme aller à la douche. Parce que la douche, on a beau la faire une fois, on sait qu'on va devoir la refaire une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois. En fin de compte, on va la faire quotidiennement parce que justement, on va se ressalir, notre corps va produire des déchets qui vont faire que notre corps va devenir souillé. On va donc devoir aller à la douche de nouveau. Quand on fait le travail sur les émotions, c'est exactement la même chose. On doit prendre conscience que ce n'est pas parce qu'on a fait une déprogrammation de journée
que tous les problèmes sont réglés et qu'on s'est libéré d'émotions. Il faut comprendre que les émotions ne sont pas des ennemis. Les émotions sont là pour nous témoigner quelque chose qui sont des ressources qu'on a en soi, mais qu'on a mal comprises, qu'on a mal entendues, qu'on a mal reconnues. Et que si on fait un travail justement pour favoriser ce travail de réunification, de devenir de plus en plus en harmonie avec ces charges émotionnelles-là, c'est là qu'on va pouvoir faire un travail plus efficace. Alors moi, je dirais que la première chose, comment concrètement travailler sur nos mémoires tout seul, la première chose, c'est de s'aimer. C'est d'avoir une intention amoureuse, de prendre soin de soi, de reconnaître à quelque part qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on ne veut pas, d'apprendre à s'affirmer, d'apprendre à l'exprimer. Et évidemment, tout le travail de déprogrammation va nécessiter d'abord et avant tout une capacité de faire du décodage intuitif, à mes yeux à moi. Parce qu'une déprogrammation inconsciente, c'est quelque chose qui ne favorise pas la conscientisation, qui ne favorise pas la compréhension aussi. Donc, ça va avoir tendance à revenir. Donc, évidemment, c'est beaucoup plus préférable de procéder, je dirais, avec des techniques de base. Il y a le livre Devenir intuitif ou Décodage intuitif et soins psychoénergétiques que j'ai écrit qui vous donne les bases. Les 5 leçons vont vous donner les bases également. Il y a d'autres enseignements aussi disponibles. Donc, je pense que concrètement, vous avez des moyens pour pouvoir arriver à quelque chose de peut-être plus concret de cette façon-là. Parce que c'est sûr que nettoyer, c'est pas une chose si simple que ça, évidemment. Ça demande donc une répétition, ça demande d'être assidu, ça demande donc d'être conscient que le travail ne se fera pas en 1 heure. C'est pas un miracle. Et je suis très honnête en vous le disant, parce que je pourrais très bien vous faire croire un tas de trucs, et ça serait dommage, parce que je pense que les émotions sont des amis, et que si on s'harmonise à eux, c'est là qu'on devient gagnant, de toute façon, dans les meilleurs des cas. Là, j'espère que j'ai répondu à Laura, c'est pas une question facile. Alexandra, pour des mémoires transgénérationnelles, comment se libérer de la loyauté inconsciente? Alors, c'est des grandes questions, grandes questions, Alexandra, aussi. Alors, vous ne me donnez pas la tâche facile. Alors, évidemment, donc, les mémoires transgénérationnelles, ce sont donc des mémoires provenant d'ancêtres, de notre famille, et il peut y avoir effectivement des loyautés, des ententes, des contrats, quelque part, qui ont été construits à notre insu et qui sont liés à l'histoire familiale. Alors évidemment, nous, on est avec cette histoire familiale-là qui nous est transposée sans qu'on en soit conscient. Et c'est là qu'on parle de bagages émotionnels qui ne sont pas uniquement reliés à notre histoire personnelle, mais qui sont reliés donc à une histoire transgénérationnelle, donc de génération à génération. Alors c'est évident que le travail qui va devoir être fait à ce niveau-là, c'est de travailler sur des mémoires transgénérationnelles, donc de travailler sur la trame historique qui va indiquer justement la cause, l'origine, si on peut dire ça comme ceci, de cette loyauté inconsciente. Encore là, évidemment, le travail de décodage intuitif va favoriser donc cette capacité de voyager dans l'espace-temps pour travailler sur ces mémoires-là et ensuite donc de déprogrammer ces mémoires-là pour leur permettre de s'actualiser dans leur potentiel évolutif, donc de ne plus être figés dans leur douleur ou leur souffrance, pour que nous puissions faire la paix avec elles et qu'on puisse se réapproprier un pouvoir qui est le nôtre, non pas celui de notre famille ou de d'autres générations de notre famille, mais vraiment de se réapproprier notre pouvoir. Alors évidemment, c'est des questions qui ne sont pas faciles à répondre, puisque comment se libérer, c'est que ce n'est pas une méthode, c'est pas un ABCDE, c'est pas une recette, là, si simple que ça. Il y a tout un processus, et ce processus-là doit se faire d'une façon régulière, je dirais, pour arriver à des résultats. Mais comme je disais, les 5 leçons donnent cette base-là. Est-il possible de le faire à distance? Dans un contexte, évidemment, qu'on est capable de faire du décodage intuitif, qu'on est capable de faire des déprogrammations, c'est évident qu'on peut le faire à distance. Il y a énormément de recherches qui le prouvent. Et dans mon enseignement, ce que je fais très rapidement dans l'enseignement, c'est que j'arrive, moi, avec des cas de personnes où je dis à mes étudiants, mais voilà, nous allons faire une lecture intuitive à une personne qui s'appelle comme ceci, elle a tel âge, et voilà, je ne vous en dis pas plus, faites une lecture sur cette personne-là, et ils doivent donc me remettre le compte-rendu, et c'est toujours très, très impressionnant, ils sont toujours très impressionnés de constater qu'avec très peu de base, très peu d'enseignement, ils arrivent à le faire. Donc oui, effectivement, c'est très envisageable de le faire à distance. Il y a une éthique dans la pratique de l'écoute imaginaire, il est demandé de jamais le faire à l'insu d'une personne. Donc, la personne doit être consciente. Et si elle est mineure, c'est le parent qui va donc donner son accord pour éviter encore une fois des abus qui pourraient être dommageables évidemment pour la pratique, mais aussi pour les jeunes, évidemment, bien entendu. Caroline me pose merci beaucoup. Quand on change et qu'on a l'impression que du coup certains autres vous en veulent inconsciemment, voire peuvent vous agresser, que faire? Que faire? Alors, bien évidemment que c'est tout à fait normal, évidemment, qu'à travers la transformation que moi je vis en tant qu'être humain,
il y a donc des conséquences, pourrait-on dire, à cette transformation-là, c'est-à-dire que mon entourage va me regarder avec des yeux différents. Il va soit apprécier ma transformation, ou soit il pourrait être fâché de cette transformation-là, puisqu'il pourrait constater que je ne lui donne plus la même attention qu'avant, donc il pourrait être fâché. Donc, c'est évident que cette transformation-là va nous confronter à des constats. Et cette transformation-là, évidemment, la première chose que je dirais, c'est qu'il faut sans doute prendre le temps de reconnaître qu'on a changé, première des choses, d'exprimer la raison d'être de ce changement-là, de faire prendre conscience aux gens autour de soi qu'on a changé pour des raisons X, Y, Z, et que c'est pas parce qu'on en veut, mais c'est parce que simplement on a changé. On a changé, c'est-à-dire qu'on a reconnu en soi une différence. On a reconnu qu'on n'était plus capable de faire un certain nombre de choses, qui pouvaient faire l'affaire à des gens, mais on n'est plus capable parce qu'on se sent lésé quand on le fait. On n'est plus rendu là, on est ailleurs. Alors le fait de le conscientiser, déjà, ça peut peut-être justement favoriser une meilleure communication entre moi et les autres. C'est bien évident que si les gens continuent à être en désaccord avec moi parce que j'ai changé et alors que je leur ai expliqué la raison d'être de ce changement-là qui ne s'adresse pas à eux, mais qui est pour moi, mais c'est bien évident qu'il y a des deuils à faire quelquefois. La vie, vous le savez tous, hein, on est tous confrontés à se retrouver dans des relations avec des gens qu'on peut beaucoup aimer, mais que finalement, le temps fait que quelquefois, nos transformations internes, leurs transformations internes, vont faire que la relation ne pourra plus on ne pourra plus se rejoindre. Alors, dans ces conditions-là, il faut effectivement parler, bien évidemment, mais quelquefois, il faut accepter aussi que peut-être qu'il n'y a plus d'autres options que de se dire, ben voilà, on a eu du plaisir ensemble, on a vécu quelque chose de bien, maintenant, on va accepter justement que nos chemins prennent des voies qui nous sont propres, par exemple. J'espère que j'ai répondu, Caroline. Stéphanie, quels sont les moyens de nettoyer, travailler avec les guides, etc. Quels sont les moyens de nettoyer? Alors, c'est évident que l'idée de nettoyer, comme je disais tantôt, c'est pas se nettoyer une fois. C'est une pratique, un peu comme se laver à la douche ou dans le bain. Hein, tantôt, je disais que le corps a besoin d'être régulièrement lavé, hein, pourrait-on dire, pour qu'on se sente bien, etc., hein, une forme d'hygiène de vie. Je dirais que face aux émotions, il y a certainement cette même notion d'hygiène émotionnelle qu'on doit avoir, et le fait de devenir conscient de notre bagage émotionnel, de le déprogrammer, de faire des extractions de besoins, de pouvoir faire de l'accueil, de pouvoir faire des soins favorisant une meilleure circulation, tout ça va contribuer à une hygiène de vie qui va permettre un équilibre émotionnel plus important. Le travail avec les guides, c'est un travail qui n'est pas été présenté aujourd'hui. Bien évidemment, il est possible de travailler avec les guides. Dans la pratique de l'écoute imaginaire, on reconnaît justement que pour accéder aux guides, il faut d'abord et avant tout avoir compris c'est quoi la mémoire. Je dis ça parce que la mémoire, c'est des personnages. Alors, qu'est-ce qui distingue un guide à une mémoire? Une mémoire de mon histoire de vie, une mémoire transgénérationnelle ou une mémoire d'autre vie. Qu'est-ce qui distingue un guide de ces mémoires-là? Alors, on découvre finalement que le guide, à quelque part, doit nous démontrer sa sagesse, hors de tout doute. Et on doit donc le questionner pour qu'il nous démontre sa sagesse. S'il est capable de nous enseigner quelque chose de sage, qui nous fait voir qu'il connaît plus de choses que moi et qui me révèle des informations très justes envers moi-même, je peux lui faire confiance. Mais on ne peut pas se dire, je serai qu'un guide aujourd'hui, si on ne sait même pas ce que c'est qu'une mémoire. On doit d'abord avant tout apprendre à découvrir le monde de la mémoire, découvrir comment on peut être en relation avec ce monde-là, pour éventuellement ensuite arriver à un travail plus profond avec les guides, justement, qui, eux, pourront aussi faire un travail sur ces mémoires émotionnelles-là. Mais évidemment, il faut avoir une forme de confiance envers les guides pour entreprendre une démarche comme celle-là. Et ça, c'est évidemment à travers, encore une fois, une certaine pratique qu'on peut arriver à cela. Donc, j'espère avoir répondu, Stéphanie, à cette question. Alors, Nicole me pose la question suivante. Est-ce plus efficace qu'une psychothérapie? Je vais vous dire qu'est-ce que moi j'ai vécu à travers les années par rapport à ce travail intuitif-là. Souvent, les gens me disaient qu'à l'intérieur d'une seule consultation, ils avaient l'impression d'avoir fait un tour d'horizon énormément gigantesque qui leur avait pris peut-être dans certains cas plusieurs années de thérapie pour arriver à le faire. Ça, c'est des gens, plusieurs personnes m'ont dit cela. Ce qui ne veut pas dire pour autant que c'est plus efficace qu'une thérapie. Il y a plein de facteurs qui jouent dans cela. Encore là, j'essaie d'être le plus franc possible par rapport à cela. Hein. C'est-à-dire que le travail intuitif est merveilleux parce qu'il nous donne accès à des informations hyper rapides.
Ça, c'est vraiment indéniable. Il y a vraiment une compréhension de l'être humain qu'on peut aller chercher grâce au décodage intuitif qui est exceptionnel. La déprogrammation nous permet d'accéder à des potentiels évolutifs très rapidement. Donc, tout ça, quelque part, est vraiment, à mon sens, à moi, un grand pas en avant par rapport à la psychothérapie classique. Par contre, la psychothérapie classique, oui, et sa force, c'est qu'elle va permettre de renforcer notre identité par la relation d'aide, par la thérapie, par le cocooning qu'on va créer autour. Alors, dans la pratique de l'écoute majeure, moi, j'ai cherché justement à créer un cadre qui se rapproche plus de la psychothérapie, permettant justement à cette relation de confiance de s'établir entre moi, en thérapeute, et mon partenaire. Et dans ces conditions-là, bien évidemment, on rejoint donc tout ce regard de la psychothérapie, mais en même temps, on l'enrichit grâce au travail intuitif et aux déprogrammations et aux soins. Donc, on arrive à quelque chose de beaucoup plus complet, je dirais, et j'aurais tendance à dire que oui, je pense qu'il y a une certaine efficacité, mais encore une fois, on ne peut pas faire des lois, des règles. Il y a des gens qui vont plus apprécier de faire une psychothérapie classique, par exemple, que faire une démarche comme celle que je propose, et c'est tout à fait normal, c'est la richesse de la vie. Chaque être humain a des besoins particuliers, donc oui, effectivement, ça peut être très, très bien comme démarche. Je pense qu'on peut faire beaucoup avec ce que je propose, mais évidemment, il y a des gens qui vont peut-être préférer une psychothérapie car ça leur convient tout simplement mieux par rapport à cela. Voilà. Il y a donc Nicole qui me pose, voilà, organisez-vous des séminaires en France? Oui, effectivement, si vous allez sur le site de l'écouteimaginaire.com, vous allez voir qu'il y a des conférences, des enseignements dans la France, plus particulièrement à Paris, mais également aussi à Nantes, et puis voilà, il y a plusieurs autres villes. Je change régulièrement je me déplace régulièrement dans toute la France. Donc oui, effectivement, vous pouvez aller jeter un coup d'œil sur le site internet de l'écoute imaginaire. Donc Isabelle qui a posé une question. Oui, donc, de toute façon, je pense à une des dernières questions puisque le temps passe. Donc, alors, comme je vous dis, donc, il y a plusieurs questions qui viennent, je pense, voilà, qui sont là. Je vais voir, elles ne sont pas encore exprimées, mais je vois qu'elles sont en train d'être réfléchies ou d'être écrites. Donc, allez-y, peut-être qu'on pourrait avoir le temps pour une question. Avant de terminer donc cette conférence que j'espère que vous avez appréciée, qui va donner un petit peu une vision globale par rapport à la pratique. Pouvez-vous donner un exemple de travail avec les guides? Alors, je vais terminer avec ça, si on a un peu de temps encore. Donc, très rapidement, je vous donne l'exemple d'un travail que j'avais eu, que j'ai déjà donné comme exemple dans d'autres conférences, mais quand même, qui m'avait beaucoup marqué, que j'aime bien utiliser comme exemple. C'est une femme qui vient me voir, elle est dans un état de dépression, elle n'est plus en mesure de travailler dans son travail parce qu'elle sent qu'elle est dans une forme d'épuisement professionnel. Elle est surtout dans un milieu d'hommes. Elle vient me voir et elle est prête vraiment de tout arrêter parce qu'elle n'est plus capable de fonctionner du tout. Et elle vient me voir et je constate justement qu'en faisant le travail, la première chose qui apparaît, c'est une énergie. Une énergie, effectivement, d'une Amérindienne qui me dit qu'elle veut tuer tous les hommes. Alors, quand elle me dit qu'elle veut tuer tous les hommes, c'est vraiment comme un état émotionnel très fort qu'elle manifeste. Et je lui demande pourquoi. Et en lui demandant pourquoi, elle me montre une scène dans laquelle elle était violentée, etc., avec un homme avec qui elle avait beaucoup confiance. Et ce qu'on découvre, c'est cette femme-là, elle est là pour transmettre le droit à la colère à mon partenaire, donc à ma cliente. Et je vous parle de ça parce que pour montrer justement que la notion de guide peut prendre diverses formes. Évidemment, si j'avais compris, moi, ce que cette femme-là, amérindienne, devait être une entité monstrueuse pour vouloir tuer tous les hommes, parce que vous comprendrez hein, que tuer tous les hommes, c'est une très mauvaise idée. Hein? Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais bon, ils ont des défauts, les hommes, mais ils ont des qualités. Et quand j'avais reconnu cette information-là, j'avais été un peu... donc, en travaillant sur cette mémoire-là, donc elle m'avait vraiment fait comprendre qu'elle avait énormément de souffrance, mais qu'elle était là pour transmettre un pouvoir et une force à mon partenaire. Et le travail a consisté justement sur est-ce qu'elle se réunifie à cette femme-là pour que cette force-là puisse être réappropriée. Je vous donne cet exemple-là pour vous faire comprendre qu'un guide peut prendre diverses formes et qu'on a toujours l'impression qu'un guide devrait avoir des belles ailes, un beau blond, avec des beaux yeux bleus, ou un beau brun avec ceci, avec cela. Il y a toujours comme cette espèce d'impression que le guide doit avoir une certaine forme d'apparence un peu spirituelle. Alors que finalement, un guide peut se manifester d'une façon qui est multiple et que l'important là-dedans, c'est de toujours s'adresser à lui dans une position de témoin pour comprendre qu'est-ce qu'il veut nous apporter, qu'est-ce qu'il veut nous témoigner. C'est là-dessus peut-être que je terminerai pour cette conférence. Alors, je vous remercie beaucoup pour toutes les questions. J'espère que j'ai l'impression que ça vous a intéressé ou interpellé, donc ça me fait plaisir.
Et donc, si vous êtes intéressé, donc l'approfondissement des 5 leçons va être disponible bientôt dans le cadre de Conversation Papillon. Et vous avez le site de l'écouteimaginaire.com pour des gens qui voudraient un petit peu plus savoir mes activités. Alors donc, je dis donc merci et donc à très bientôt, peut-être dans le cadre donc des renseignements des 5 leçons sur déprogrammation et libération émotionnelle. Je vous remercie. Au revoir. Merci beaucoup, Sylvain, pour cette rencontre. Effectivement, avoir les questions dans le chat, je pense que cette thématique a été fort appréciée. Je vous invite au début officiel de la série qui aura lieu dans la semaine du 15 juillet. Alors, à date, c'est programmé le 17. Ce sera des modules qui seront préenregistrés. La prochaine sera Retrouver la stabilité émotionnelle. Alors, c'est une invitation. Je vous invite à devenir membre privilège pour avoir accès à cette série qui se poursuivra le 17, le 30 juillet et au mois d'août. Donc, c'est une invitation à tous. Merci Sylvain et on se dit à la prochaine. D'accord. Merci à tous. Au revoir.